d'où les références dans Yoko. Bon, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Là, je sais pas beaucoup. Ah, ça y est, je vous vois en plein écran. C'est bien, c'est mieux que l'écran noir que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc on s'est rencontrés hier déjà et vous nous avez parlé de votre... alors vous dites pas Space Opera, vous dites Planète Opéra. Donc Planète un Opéra, oui. roman qui se déroule dans un futur post-apocalyptique. Donc c'était Tout à fait. Tahir hier. Terre. D'accord. Oui, tout à fait. Et voilà, donc on s'est régalé. J'espère que les gens qui nous regardent ont apprécié aussi. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter Yoko, votre dernier roman jeunesse. C'est bien le dernier, Tout c'est à ça? fait. Exactement. Oui, oui, c'est le dernier qui est Et paru en avril. En février. d'accord, en février. Et lui aussi, donc, se déroule dans le futur. Alors, je Tout à pense fait. que j'avais une question à vous poser, c'est pourquoi le futur? Alors, D'autant pourquoi plus le... que les futurs que vous nous promettez sont pas tellement drôles. Mais Non, c'est vrai. mais peut-être que vous pourriez peut-être vous présenter avant parce que les gens qui nous rejoignent n'ont peut-être pas assisté à la conférence. Voilà. Non? Oui, Je ne avec sais pas, plaisir. comme vous Oui, voulez. Soit oui, on si, on peut. embraye, Voilà, soit pour ceux qui viennent, pour ceux qui viendront et qui n'ont pas vu la conférence qu'on a fait sur Terre. Donc, je suis Jean-Luc Marcastel, donc auteur de romans imaginaires en règle générale, même si je fais quelques incursions des fois en dehors du genre, jeunesse et adulte, donc dont le plus connu était Louis le Gallou et la première série que j'ai sortie, et puis plein d'autres romans, puisque j'en suis à 38 ou 39 titres parus. Et donc, les deux derniers sont donc Yoko, dont on va parler aujourd'hui, et Terre, dont on a parlé hier, hein, et dont le deuxième tome devrait paraître incessamment sous peu. Voilà. d'accord. Et donc, voilà, vous nous parlerez un petit peu du roman Yoko. Tout à fait. Mais j'avais envie de vous demander d'abord, oui, pourquoi le futur? Pourquoi cet attrait pour le futur, pour les romans Alors, quand même qui nous font voyager dans des mondes alors pas forcément très sympathiques. pas forcément très sympathique, c'est Mhm. vrai, je dois bien avouer. Alors, pour le futur, déjà, alors c'est vrai que j'ai écrit aussi des choses qui se passaient dans le passé, hein, il y en a aussi, mais c'est vrai que moi, je suis rentré dans l'imaginaire par la science-fiction. Hein, moi, je suis né en 1969, hein, l'année où on a marché sur la Lune. Hein, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est une coïncidence. Euh... mais c'était quand même l'époque de la nouvelle frontière, en fait, en quelque sorte. C'était l'époque de Star Trek, c'était l'époque où, en fait, on se disait que, moi, quand j'étais qu'on nous demandait de faire une rédaction, par exemple en cours, on imaginait tous quasiment qu'en l'an 2000, on irait à l'école en voiture volante, qu'on irait passer nos vacances sur la Lune. Ça avait été tellement vite dans les décennies précédentes, entre la fin de la guerre et le moment où les hommes avaient posé le pied sur la Lune, hein, en très peu de temps finalement, qu'on imaginait que le progrès serait une courbe comme ça, ininterrompu, et que d'ici l'an 2000, où est-ce qu'on serait? Peut-être dans l'espace, ou voilà. Hein, c'était l'époque de Star Trek, l'époque après ça de la guerre des étoiles. On était en pleine période du space opéra, hein, c'était très positif tout ça. Le futur paraissait lumineux et radieux. Hein, Mhm. et donc, je suis tombé dans la science-fiction. Il y avait toute la littérature de science-fiction à l'époque qui se développait. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Le premier livre que j'ai lu sans images, c'était un livre que m'avait donné mon père, hein, qui en avait assez de me voir lire des BD, en prenant un livre dans sa bibliothèque, en me le tendant et en me disant, tiens, lis ça.
Et c'était un livre de Francis Carsac qui s'appelait Pour patrie d'espace, donc qui était un space opéra. Francis Carsac, qui était le pseudonyme de François Borde, un des plus grands préhistoriens français de l'école de Bordeaux, et qui, pour se distraire, écrivait des livres de science-fiction. C'est amusant, finalement. Et donc, je suis tombé dans le space opéra, tout ça. Après, j'ai lu Edmond Hamilton, enfin plein d'auteurs de SF à l'époque. C'était avant que le futur ne devienne sinistre. C'était avant 1974, la crise pétrolière, et puis après, ça a été Mad Max, ça a été le futur. Tout de suite est devenu beaucoup moins marrant. Et depuis, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'en sort plus tellement. Et même moi, même si je regrette cette époque du space opéra, du moment voilà, où on allait dans l'espace, c'est vrai que finalement, je me rends compte que mes livres, quand je parle du futur, ne sont pas super rigolos. Non, mais comme dans Mad Max, ce n'est pas des futurs très rigolos, mais c'est des futurs très, très riches, très pleins d'inventions. Oui, oui. Alors, disons que Yoko, j'ai tendance à dire à chaque fois quand j'en parle que Yoko, c'est pas de la science-fiction à proprement parler, c'est plutôt ce que j'appelle de la prospective, c'est-à-dire, enfin, je sais pas ce qu'on appelle de la prospective, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il y a dans Yoko, ça existe déjà. C'est-à-dire que je n'ai fait que pousser le curseur un tout petit peu plus loin et essayer d'imaginer ce qui allait arriver si on gardait le cap dans lequel on est, en fait. Puisque Yoko se déroule en 2121, donc dans 100 ans, j'ai fait un petit peu exprès. Voilà. Et j'imagine un petit peu qu'est-ce que la France, le monde en règle générale, et là, la France, puisque ça se passe en France. Au départ, quand le livre était, j'avais envisagé d'appeler le livre Le nouveau Tour de France par deux enfants. Un petit peu, un nouvel état des lieux, quelque part, disons, dans 100 ans. Et donc, voilà, il y a eu le réchauffement climatique donc, se poursuit, donc le niveau, les eaux continuent, les eaux montent, comme on nous le prévoit. Donc moi, j'imaginais quand même qu'elles montaient pas mal, de plus de 1 mètre. Et donc, tous les littoraux qui sont au niveau de la mer se retrouvent sous l'eau. En particulier, moi, mon histoire se déroule vers Aigues-Mortes, donc en Camargue, évidemment, c'est sous l'eau. Et donc, les populations qui vivent en bord de mer se déplacent. Ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de se déplacer. Et donc, là, mon histoire commençant à côté d'Aigues-Mortes, en bas des murailles d'Aigues-Mortes, qui ne méritent plus son nom, puisque maintenant, elle est de nouveau... C'est Aigues-Vives, inondée par les eaux, oui. Inondée par les eaux. Il y a toute une cité lacustre qui s'est constituée avec des bateaux, etc. Des gens qui vivent comme ça de manière précaire dans une petite cité faite de pontons flottants, voilà, en bas devant les murailles d'Aigues-Mortes. Les recherches, il y a eu un effondrement économique à cause de tout ça, et puis justement d'épidémies, de krachs boursiers ou spéculatifs. Donc il y a eu un effondrement économique. Les nations, les gouvernements ont perdu leur pouvoir en fait, et le pouvoir a été récupéré par les multinationales qui maintenant dirigent le monde. Il y a des gouvernements fantoches, mais qui ne dirigent plus rien du tout. Ils n'ont plus les moyens de toute façon. Ils sont quasiment à la solde des mégacorporations. Et donc, du coup, la différence entre les campagnes et les grandes villes s'est encore plus accentuée que maintenant. C'est-à-dire que dorénavant, on a des grandes villes comme Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier, etc., dans lesquelles on peut encore profiter de tous les raffinements de la technologie. Si on travaille pour les corporations, si on est dans le système, et ces villes, la plupart du temps, sont même entourées de murailles pour éviter maintenant que les gens des banlieues ne viennent un petit peu dedans, et reliées par des autoroutes à très très grande vitesse, des autoroutes magnétiques ou des trains à hyperloop, comme ceux dont il y a le projet actuellement. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un test il n'y a pas très longtemps. Là, je me rappelle. À Séoul, il y en a un qui est déjà en circulation, et là, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un test, voilà, de train qui circulerait dans des tubes sous vide à 1200 km/h. Donc voilà. Et par contre, en dehors donc, de ces cités reliées par ces autoroutes voilà, très très rapides et ces trains très rapides, eh bien, on a des campagnes par contre totalement exploitées par des machines automatisées, des machines dirigées par satellite ou par ordinateur. C'est pratiquement déjà le cas dans la Beauce ou dans des régions comme ça. Donc là, il n'y a quasiment plus besoin de paysans. D'ailleurs, il n'y en a plus. Il y a des drones. Beaucoup, oui. Voilà, des gros tracteurs avec des GPS qui coûtent très cher. C'est ça, et qui exploitent des terrains comme ça, enfin, c'est de l'exploitation intensive.
Et en dehors de ces régions, par contre, des régions, ce qu'on appelle les Badlands, c'est-à-dire des régions qui n'intéressent personne, ni au point de vue économique, dans laquelle vit une population dans des situations très précaires, d'autant plus qu'il n'y a plus de police quasiment, puisqu'elle n'a plus les moyens de diriger quoi que ce soit. Ce sont les milices corporatistes qui font la loi dans les cités, mais elles interviennent quasiment jamais en dehors, ça ne les intéresse pas. Et parmi ces milices, entre autres, par exemple, les plus craintes, les plus redoutées, un petit peu, sont celles des félides, ce qu'on appelle les félides. Ce sont des hommes augmentés, c'est-à-dire des hommes, des chimères, des créations génétiques, le mélange de gènes humains et de gènes animaux. On leur a adjoint des gènes de prédateurs comme le tigre, enfin comme voilà, pour leur donner des réflexes accrus, la capacité de voir dans l'obscurité, ce qui leur donne, voilà, ils sont impitoyables. Mais par contre, leurs gènes sont brevetés par les sociétés qui les ont créés. Eux-mêmes, ils sont brevetés et qui ne veulent surtout pas, évidemment, que ça se répande. Et donc, ils sont stériles, ils ne peuvent pas avoir d'enfants normalement. Pour éviter justement qu'on ait des petits qui se répandent un petit peu dans la nature. Mais malheureusement, enfin ou heureusement, la nature trouve toujours un biais, on va dire, bien sûr, et des fois ça ne marche pas. Il arrive que des fois, de l'union d'un de ces félides avec une humaine, par exemple, naissent des petits. Voilà, et dans ce cas-là, on les récupère et on les reconditionne, mais il y en a qui échappent parfois justement un petit peu. Et donc un de mes héros, donc j'ai deux héros au départ. Donc, qui sont Jal et Lyon. Donc, Jal est un garçon comme les autres, qui ont été tous les deux, par contre, élevés, récupérés par un vieux sage qui s'appelle Mario, qui lui aime les livres, qui leur a donné le goût de la lecture, qui vit dans une espèce de vieille épave de bateau, qui est un peu guérisseur à ses heures aussi, qui leur a fait connaître des livres, des films, les vieux films, etc. Et donc, ces deux garçons, donc je disais déjà, lui est un garçon comme les autres, sauf qu'il est doué pour le dessin, il a une sensibilité artistique. Mais par contre, Lyon, donc son ami, lui, est un fils d'un de ces félides. Donc, il a des yeux de chat qui voient dans l'obscurité, des réflexes foudroyants et une force un peu au-dessus de la normale. Et donc, pour améliorer leur quotidien, lui, il fait des combats d'arène. Voilà, tous les deux, et de temps en temps, comme tous les gosses un petit peu de la lagune, de ces Badlands, il se trouve que pas très loin de chez eux, il y a un grand tournant là, sur la Supraway, là, ce qu'ils appellent la Supraway, l'autoroute à grande vitesse. Et des fois, il y a des véhicules qui sortent, qui les chenillent et qui tombent. Et donc, quand ça arrive, les gosses du coin se ruent sur l'épave, vont la désosser, un petit peu récupèrent tout ce qu'ils peuvent dedans et leur vendent au marché noir. Et donc, un jour, il y a un énorme camion, ce qu'ils appellent un monster truck, qui tombe de la Supraway. Et donc, eux, ils y vont, ils se précipitent avec d'autres. C'est la compétition. Et ils vont tirer une espèce de caissons de l'épave dans lesquels ils espèrent trouver des marchandises à revendre, des médicaments, des drogues, ils ne savent pas. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est une jeune fille. Voilà. Et alors que Lyon, donc celui qui est Félide, dit à son frère de cœur, en quelque sorte, écoute, laisse ça ici, c'est que des embrouilles. Voilà. L'autre, évidemment, fasciné par cette jeune femme, décide de lui porter secours et de l'embarquer avec eux. Et les ennuis vont commencer, en quelque sorte, parce qu'elle est un peu particulière. Oui, oui, même Et très elle semble particulière. intéresser, voilà, très particulière, et elle semble intéresser beaucoup de monde. Donc, voilà. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'actions. Ils vont être poursuivis donc à la fois par les autres bandes qui veulent aussi récupérer la jeune fille, mais aussi par les félides et puis les gens qui habitent dans les cités et qui, on ne sait pas trop pourquoi, veulent vraiment récupérer, les traquer pour récupérer certainement leurs précieuses marchandises. Et voilà, c'est-à-dire que cette jeune fille qu'ils vont appeler, eux, d'où le titre du livre, Yoko, donc, puisqu'en fait, elle ne connaît pas, elle a perdu la mémoire. En fait, elle va se réveiller, bien sûr, et elle a perdu la mémoire. Elle ne sait pas qui elle est, et donc, comme voilà, elle est visiblement asiatique, donc les héros décident de l'appeler Yoko. Alors, c'est une référence à Yoko Tsuno, puisque mes Célèbre héros, en bande fait, dessinée voilà, avec une lisent héroïne. la vieille bande dessinée, puisque c'est dans 100 ans, donc pour eux, c'est vraiment vieux. Donc, Yoko Tsuno, que leur vieux sage a dans sa bibliothèque. Et bon, ceci étant, parce que moi-même, quand j'étais jeune, je lisais Yoko Tsuno, c'était une de mes lectures préférées. Et donc, c'était un petit clin d'œil à cette bande dessinée. Et donc, voilà, et cette jeune fille, par contre, a des capacités intellectuelles assez extraordinaires et même des capacités physiques un peu largement même au-dessus de la moyenne. Donc, on ne sait pas qui elle est ni ce qu'elle est exactement. Mais en tout cas, voilà, elle excite bien des convoitises, en particulier ceux des mafias locales
hein, qui veulent la récupérer au départ, voilà, comme une marchandise, et après pour d'autres raisons. Et effectivement, les félides qui lui courent après pour on ne sait non plus exactement pourquoi. Ouais. Mais en tout cas, tout ceci va projeter nos héros dans une suite, on va dire, d'avatar en Ah oui, cascade un petit peu. très, 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 plein de péripéties, ouais. Mais dont on ne Voilà, connaît pas la fin, puisque la fin va être au tome 2. Et c'est est-ce que le ça. tome 2 va sortir bientôt? Oui, il devrait sortir en Ah, octobre. Voilà, le en tome 2. octobre, d'accord. Bon, on n'a Voilà, pas trop à attendre. non, il est écrit, pareil, j'ai fini les corrections, là, c'était il y a 3 semaines à peu près. Hmm. Donc, il est parti chez mon éditeur il y a 3 semaines. Et, bon, voilà, les dernières corrections devraient être faites. Enfin, non, on est largement dans les temps. Il paraîtra normalement en octobre de cette année. Voilà, donc, D'accord. Hmm. et oui, oui, Hmm. je suis très, très content de cette histoire parce que voilà, il y a plein de choses. Et en plus, à la fin donc, du livre, il y a tout un petit cahier. Juste, alors d'abord, il y a tout un petit carnet d'illustrations. Oui, les dessins Les de Jal. Oui, tout à fait, voilà, Oui. puisque Jal, Hmm. son pouvoir à lui, en C'est quelque son sorte, il a super pas. pouvoir. Hmm. Voilà, c'est son super pouvoir. Jal a Son super- un petit côté comme ça. En fait, il a un peu de mal avec ses sentiments. Et donc, dès le moment où il a un peu trop de stress, ou voilà, il se met à dessiner. Après, il débriefe en dessinant. Donc, du coup, à la fin du livre, on a voulu faire comme s'il y avait le carnet donc, de notre héros. Et donc, on a tout un carnet de croquis. Hein. Là, je ne sais pas si on voit bien, Hmm. par exemple, mais on a voilà, Aigues-Mortes Croquis. avec la cité Ouais. flottante devant. Hmm. Hein, et ainsi de Hmm. suite. Et après, les différentes étapes de ce qui se passe un petit peu dans le récit. Hein. Voilà, par exemple, Yoko dans son sarcophage au Hmm. départ, hein, quand il la découvre. Voilà. Et donc, les dessins, ou le bateau de Mario, voilà, la maison, en fait, de Ah, le Méo. bateau avec le magnifique jardin, là. Voilà, avec le magnifique Hmm. jardin sur le pont Hmm. où Mario, donc leur vieux sage, voilà le jardin d'ailleurs, hein, leur vieux sage fait pousser toutes les plantes dont il se sert pour faire, entre autres, ses décoctions médicinales, puisqu'il est, je le disais tout à l'heure, un petit peu le médecin, un petit peu, voilà, l'apothicaire, un petit peu de la petite cité, voilà, grâce à ses connaissances. Et voilà, encore deux autres dessins, voilà, je ne sais pas si on les voit. Et Voilà. grâce à ça, il est respecté des différentes mafias et il peut C'est ça. protéger, enfin, il peut s'occuper de ses deux protégés. Ces deux protégés ne sont pas trop menacés grâce à Trop lui, quoi. menacés. Voilà, grâce à lui, c'est un peu voilà, leur bouclier, un petit peu contre les autres, puisque personne n'ose trop, on va dire, le contrarier, puisque voilà, c'est quand même lui qui vous soigne, parce qu'évidemment, les gens qui vivent là n'ont pas les moyens de se payer le médecin, puisque la médecine, évidemment, est devenue payante, il n'y a plus de sécurité ou de couverture Mm. sociale. Mm. Hein, donc, la plupart des gens bah, se débrouillent sans. Voilà, tous les gens qui vivent dans la cité flottante, un petit peu, n'ont pas accès à la médecine ou à tous les raffinements de la technologie. On a vraiment, c'est-à-dire que comme je disais, j'ai voulu vraiment pousser le curseur plus loin par rapport à la situation qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire que là, dans ce monde-là, on a vraiment une France à deux vitesses. C'est-à-dire une France qui profite encore de la technologie et des dernières avancées de la technologie, et une autre par contre qui vit bah, pas comme au Moyen Âge, mais pratiquement comme on vivait, voilà, des brouilles, en fait, comme on peut vivre dans certaines cités ou dans certains bidonvilles du tiers monde, quoi, en fait. La société c'est vraiment effondré, et donc le gros problème aussi c'est l'énergie, puisque donc dans ce monde-là, donc on a dit que voilà les centrales nucléaires, hein, pour la plupart, été arrêtés, puisqu'on dit voilà, que c'est dangereux. Malheureusement, les énergies alternatives coûtent trop cher, donc tous les gens ne peuvent pas en profiter. Alors évidemment, par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des privilégiés qui continuent de profiter de tout ça, mais par contre, l'énergie devient de plus en plus chère. Mm. Et il n'y a aucun moyen. Alors la seule solution, bien entendu, ce serait la mise au point de réacteurs à fusion, mais pour l'instant, c'est pas encore, ça ne marche pas encore. Hein, Et c'est bah, aussi pour ça que la monnaie, la monnaie, ce sont des batteries, c'est ça? Alors eux, pour eux, voilà, pour ceux qui vivent Ouais. comme ça dans les zones, Mm. voilà, pour eux, la Mm. monnaie, c'est des batteries, ils échangent des batteries, etc., qui servent à faire fonctionner Mm. les appareils. Voilà, ils n'ont pas vraiment de monnaie, c'est du troc en fait. C'est un Mm. petit peu la monnaie d'échange la plus. Eux, ce sont des batteries qui permettent de faire fonctionner les appareils. Mm. Voilà, dans, par contre, dans ces zones, dans ces badlands comme ça, qui sont dominés, comme je le disais, par des mafias. On voit mes héros vont avoir affaire à quelque sorte à la mafia locale, Mm. hein, qui va vouloir au début récupérer Yoko voilà, pour en faire une marchandise. Et puis après, finalement, quand ils vont se rendre compte des qualités qu'elle a, on va dire, aussi bien combattante que
bon vouloir la récupérer encore plus. C'est-à-dire que cette fille-là, elle a quelque chose de particulier, bien sûr. Donc, ça fait encore des personnes qui courent après. Donc voilà, il se passe plein de choses. Il y a et puis je me suis un petit peu amusé en plus. Il y a quelques expressions qui sont vraiment celles du sud de la France. Oui, le pékélé, Voilà, le pékélé. Féniston, Voilà, c'est ça. le Donc palude. voilà, exactement. Mais c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment l'ancrer parce que quand j'écris, moi, c'est un peu toujours l'optique que j'ai dans mes livres, que ce soit dans le Galou, par exemple, ou dans celui-là, quand je peux, bien sûr, et quand ça s'y prête. C'est voilà, par exemple, le Galou, ça se passait au Moyen-Âge, c'était de la fantaisie, une espèce de fantaisie médiévale. Mais je me disais, mais pourquoi le faire se dérouler dans un monde totalement imaginaire? Pourquoi ne pas le faire se dérouler en France, et en particulier dans le sud de la France? Parce que j'ai voulu mettre à l'honneur toutes les légendes du sud de la France, enfin une partie des légendes du sud de la France, parce que les légendes celtiques, etc., on les connaît très bien. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Je ne voulais pas, moi, réutiliser encore je voulais justement montrer que dans le sud de la France aussi, il y a plein de légendes. Et je me disais, mais toutes ces légendes, ce qu'il faut prendre de Tolkien, c'est pas réécrire un énième Tolkien avec des elfes, des nains, etc. Mais par contre, utiliser notre propre folklore et faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire le prendre, le malaxer et en faire une nouvelle fantaisie. Et là, donc, avec Yoko, c'est pareil. Je me dis, quand j'écris un livre de science-fiction qui se passe dans 100 ans, pourquoi le faire se dérouler autre part, ou ou en Amérique, ou je ne sais pas où, alors que le futur aura lieu aussi chez nous. Et donc là, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'au départ, comme je voulais faire traverser toute la France à mes héros, je me suis dit, voilà, je voulais que ça finisse à Paris. Le deuxième s'achever à Paris. Et donc, il fallait qu'ils viennent d'un autre endroit. Et voilà, comme je connais bien le Gros du Roi, je connais bien Aigues-Mortes, enfin toute la région, je me disais, tiens, c'est parfait. Surtout là, je voulais parler de montée des eaux, etc. Et donc, du coup, ça s'y prêtait très, très bien. Et ce côté, justement, entre le Moyen-Âge et le futur, ça m'intéressait comme ça, ce livre, un peu coincé entre les deux. Voilà. Je trouvais ça intéressant. Et donc, je disais que oui, qu'à la fin du livre, il y a aussi un petit cahier didactique, justement, où on reprend, où je parle justement de tout ce dont j'ai parlé dans le livre, c'est-à-dire, par exemple, de la recherche génétique, parce que, comme je disais, c'est à peine de l'imaginaire, puisque la montée des eaux, on sait que voilà, C'est en cours. c'est en cours. Les changements climatiques, le réchauffement climatique dont il est question dans le livre, le clonage humain, par exemple, et les recherches génétiques, juste au moment où on sait que ça existe déjà, mais juste au moment où j'étais en train d'écrire le livre, j'ai appris que le Japon venait d'autoriser la création de chimères, donc mélange de gènes humains et animaux. D'accord. Donc la réalité rejoint la fiction, on va dire. Les drones, parce que dans le livre, mes héros, à un moment donné, sont poursuivis par des drones, etc., ça existe déjà pour la surveillance. D'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques actuellement, puisque je sais que le gouvernement a été épinglé à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, parce que justement, ils ont utilisé des drones pour surveiller certaines manifestations ou des choses comme ça. Enfin, il y a eu on en a parlé il n'y a pas très longtemps. La Supraway, les autoroutes magnétiques, c'est en cours de développement. Il y en a certains qui sont en train d'en parler, etc. Les trains Il y a le Hyperloop, c'est projet pareil. d'Elon Musk, non, C'est aussi ça, oui, c'était l'Hyperloop, le projet d'Elon Musk, voilà, lui, il a développé ça et il l'a mis en accès libre sur Internet, en fait. D'accord. Et donc, il y a plein de projets actuellement à travers le monde de trains comme ça à très, très grande vitesse sous vide. Alors, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est justement la Corée du Sud ou je ne me rappelle plus quel pays est en train de faire les tests. Voilà, je ne me rappelle plus, il n'y a pas très longtemps, là, justement. Donc, tout ça est en gestation, tout ça existe quasiment déjà. Et bon, et je vais dire ce que j'ai un peu stigmatisé, cette différence entre les grandes villes, par exemple, et les campagnes, est aussi en train de se développer. Je veux dire, voilà, moi, habitant et étant d'une région, enfin dans le Cantal, où on est un peu, on va dire, en dehors des grands axes de communication, on le vit tous les jours, puisque je vois, moi, chez moi, il y a certains endroits, par exemple, je vois pour aller, je ne sais pas, euh, pour aller en train, en train, par exemple, alors qu'il faut 3 heures pour relier Paris et Marseille, nous, pour aller à Marseille, si on veut prendre le train, il nous faut pratiquement 10 heures. C'est fou. Ou alors pour aller à d'autres endroits où on est obligé de monter par Paris en train pour redescendre. Après ça, voilà, puisqu'on a un pays extrêmement centralisé. Donc,
voilà, et où on est comme chez nous à 1 heure de la première autoroute. Donc on a vraiment une France à 2 vitesses qui est en train de se mettre en place, on a l'impression. Et donc moi j'ai poussé, comme je disais, le curseur un petit peu plus loin dans Ryoko, mais pas si loin que ça finalement. Oui, 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 ce fond d'inégalité sociale et géographique, c'était l'objet d'une question que je voulais vous poser avec les humains augmentés, le changement climatique. Ces thèmes sont donc très importants pour vous et vous pensez qu'ils le sont aussi pour les ados de nos jours? Je pense que les générations de maintenant sont quand même très sensibilisées à tout ça. Hein, je Mm. pense beaucoup plus, en tout cas, sensibilisées à l'écologie, etc., que nos générations à nous. Hein, puisque ben, moi, je me rappelle, même à mon époque, on pensait même qu'il y aurait plutôt une nouvelle ère glaciaire plutôt que le réchauffement. À un moment donné, on Mm. pensait que ça allait plutôt se refroidir que se réchauffer. Mm. Mais donc, je pense que voilà, les nouvelles générations sont quand même très sensibles à ça, de plus en plus. Hein, et conscients de l'enjeu aussi, de ce que ça représente, en tout cas, beaucoup plus sensibilisés et au futur. Hein, je crois qu'ils y réfléchissent. On le voit, il y a quand même pas mal de mouvements, etc. Il y a pas mal de. Quand on discute justement avec les jeunes, ils sont quand même. Voilà, au niveau bah, même du tri, par exemple, des déchets, de tout ce genre de choses, des nouvelles énergies, ou à propos du nucléaire, tout ça. Hein, c'est peut-être pas général, mais je pense quand même une bonne partie euh, des jeunes maintenant sont sensibles à ça. Hein, et je pense que c'est des pistes de réflexion qui sont quand même importantes. Hein, voilà, et comme on en parlait hier pour Terre, hein, je pense que le rôle de la science-fiction, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi beaucoup, la science-fiction, c'est une littérature d'abord de mise en garde, hein, de réflexion un petit peu. On essaye de réfléchir à ce qui peut arriver et d'imaginer justement qu'est-ce qui peut se passer si on continue sur telle voie ou sur telle voie. Hein, et un de mes amis auteurs avec qui je discutais il n'y a pas très très longtemps, donc Alain Grousset pour ne pas le nommer, me disait, mais tu sais, c'est aussi finalement une littérature d'acceptation, puisque ça nous prépare quelque part Mm. à ce qui peut arriver. Hein, et on le voit actuellement dans la situation que nous vivons actuellement, cette pandémie là, etc., qui a déjà été en littérature. On avait déjà lu des livres là-dessus. Mm. Voilà. Alors, est-ce que ça nous a préparé? Visiblement pas, mais enfin, on avait déjà l'idée que ça puisse arriver. Maintenant, on ne pensait peut-être pas vraiment la vivre. On jouait avec l'idée, mais voilà, quant à la vivre vraiment, c'est autre chose. Mm. Voilà. D'accord, oui. Donc, il y a quand même urgence, selon vous, à ce que les ados en prennent conscience, quoi, des Je problèmes. pense, je pense qu'il est en tout cas, voilà, ben, par exemple, on parlait des recherches génétiques, hein, par exemple, les dangers de la dérive, de la recherche, de l'utilisation justement ou de la manipulation du génome humain. Hein, je pense, voilà, c'est-à-dire qu'après, c'est une porte qu'on franchit. Hein, une fois qu'on a poussé la porte, il devient de plus en plus facile de la pousser. Et puis, une fois qu'on a le droit de le faire, où est-ce que ça s'arrête, quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'après, c'est au gouvernement et aux instances internationales de statuer et de veiller à ce que ça n'aille pas trop loin. Donc voilà, tout le problème est là, puisque après on en arrive dans des mondes comme Bienvenue à Gattaca ou des choses comme ça. Où, Mm. voilà, Mm. si on peut sélectionner les gènes, etc., créer voilà, des êtres artificiellement ou éliminer toutes les. Voilà, si on arrive à vouloir une humanité parfaite, hein, qu'est-ce qui reste comme place pour les imparfaits? Mm. Mm. Et oui, oui. Et donc, Oui, je suis d'accord. d'accord, oui. Donc, bon, alors, avant tout, quand même, je voulais savoir, est-ce que Jal, est-ce que son talent, son don pour le dessin va-t-il lui servir de super pouvoir dans le tome 2? Oui, oui, bien Ah, sûr, bon, bien sûr. super. Oui, oui, ce n'est pas tout à fait anodin. Disons que voilà, Mm. c'est lui, c'est son Mm. pouvoir, c'est finalement d'être humain. Je définis Jal un peu Mm. dans ce trio. Un petit peu, il est coincé entre l'animal quelque part, d'un côté, le côté animal de l'homme, sauvage, et de l'autre côté, le plus qu'humain. Et lui, il a un peu toute l'humanité avec sa sensibilité. Et justement, c'est grâce à cette sensibilité, et entre autres, à la fin, justement, grâce à ses dessins, cette sensibilité qui est en lui, qu'il va voilà, un D'accord. petit peu régler cette situation. Oui, oui, c'est très important, justement. C'est très Bon, eh important. Il ben, n'a pas. super, alors. Voilà. Vivement le mois d'octobre. Bon, et Voilà, tout est prêt. Tout est non, non. prêt. Le livre c'est en cours. Mm. D'accord. Bon, bon, non, je trouvais super intéressant le contexte. Je trouve que, enfin, je sais pas, je pense que la littérature, ça permet aussi de mieux faire comprendre, je trouve, des Oui, problématiques dont on parle à la radio. Je sais pas comment l'exprimer, mais
Oui, oui, non, mais c'est une littérature de vulgarisation aussi, quelque part. Mm. Voilà, c'est de Mm. rendre accessible à tout le monde, puis surtout de mise en situation. Mm. Euh, C'est-à-dire que Mm. voilà, on sait des choses, mais après, vraiment, pour se projeter dans ce que ça peut devenir, voilà, le roman permet de se projeter, l'imaginaire permet de se projeter à l'intérieur et de voir vraiment qu'est-ce que ça va amener, en fait, je Mm. pense. Voilà. Voilà, C'est ben en- merci. Alors, donc ça, c'était Yoko, et vous vouliez nous parler aussi de votre Oui, alors projet. Vous rapidement, parce n'arrêtez que pas, là. oui, Mm. ben voilà, donc rapidement, donc Mm. j'ai une nouveauté qui va sortir en Mm. septembre, par contre, une nouvelle série jeunesse aux éditions Gulfstream, avec qui j'avais déjà fait Le Retour de la Bête, Mm. Libertalia et Un jour une étoile. Et bien là, je vais sortir une nouvelle série qui va s'appeler, alors j'ai le droit de montrer la couverture rapidement, hein. Donc ça va s'appeler l'Agence Lovecraft. Voilà. Hein, voilà la couverture en avant-première, et en Mm. plus avec deux jolis rabats, dont un pourra servir de marque-page. Et donc, l'agence Lovecraft, je vais vous faire, évidemment, c'est un rapport avec l'écrivain de fantastique Lovecraft, H.P. Lovecraft. Et donc, le thème en est celui-là. Donc, je vais vous faire rapidement lecture du quatrième de couverture pour donner envie au lecteur. Mm. Donc, en fait, que meurt pour toujours ce qui a jamais d'or. En des temps immémoriaux, d'effroyables formes de vie dominaient le monde. En sommeil, depuis que l'espèce humaine est apparue sur Terre, elles n'attendent que l'alignement de certaines étoiles pour régner à nouveau. Ryan, Marie et Sergei ne se connaissent pas. Ils ont pourtant un point commun. Ils sont dotés de pouvoirs effrayants convoités par de mystérieux individus. Pour leur échapper, les trois adolescents acceptent l'aide d'une jeune fille qui travaille pour une obscure organisation, l'agence Lovecraft. Dans la guerre secrète que ses membres livrent contre un ennemi implacable et ses adorateurs, Ryan, Marie et Sergei pourraient bien être les éléments décisifs qui feront pencher la balance. Mais de quel côté? Mm. Voilà, donc Que ça du sera l'agence Lovecraft, suspense. Mm. voilà, dont le premier sortira donc en septembre de cette année et la suite bientôt, puisque là, par contre, je ne me suis pas encore lancé dans la rédaction, mais je me lancerai aussitôt après, quand j'aurai Mm. fini d'écrire le troisième tome de Terre. D'accord. Et donc, vous travaillez en parallèle sur plusieurs projets, Alors là, ou j'ai parce que là, plusieurs projets. c'est… Alors, généralement, non, je hiérarchise, c'est-à-dire que là, pendant quelques mois, là, donc je serai sur Terre, puisqu'on a un premier projet, enfin deux, et puis le troisième que j'ai à écrire. Après, donc, j'enchaînerai sur probablement la suite de l'agence Lovecraft, parce que je pense que mon éditeur ne tardera pas à me demander la suite. Mais bon, ça y est, elle est déjà un petit peu dans les tuyaux. Et après, eh bien, bon, j'ai d'autres projets chez d'autres éditeurs que j'ai soumis à d'autres éditeurs, donc j'attends leur réponse. Mais bon, je devrais en avoir dans pas longtemps. Donc, je ne suis pas sans rien, voilà, dans les mois qui viennent, voire peut-être dans les années qui viennent. Mais voilà, non, non. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, étant Oui. donné qu'au départ, on avait un peu peur tous, auteurs comme éditeurs un petit peu de la situation que nous vivons actuellement. Mais il semblerait quand même que les gens continuent de lire et que même au contraire, certains reviennent à la lecture Mm. euh, ou lisent encore plus parce qu'une fois qu'on a regardé plein de fois Netflix, on en a un peu marre. Hein, puis les jeux vidéo, c'est bien, mais donc je Et crois puis, sans que compter le nombre de personnes qui sont aussi sur leurs écrans pour travailler, ils ont peut-être aussi envie de se plonger dans un bon livre. exactement, Ah, de temps exactement, en je temps. pense. Et puis Mm. les gens ont peut-être plus de temps des fois pour lire ou se dégagent plus de temps pour lire. Mm. Voilà. Mais enfin, en tout cas, il semblerait que depuis la fin du premier confinement, les gens reviennent quand même vers les librairies. Mm. Donc voilà, ce qui nous rassure, parce qu'en plus, les auteurs se sont mis à écrire encore plus quand ils étaient confinés. C'est terrible. Ah oui, oui. Mm. Donc du coup, il va y avoir plein de livres qui vont sortir certainement. Mm. Oui, oui, non, mais voilà, plein Voilà. en tout cas de vous. Ben oui, plein de nouveautés. Puis Hein. bon, moi, Lovecraft, c'est vrai que l'agence Lovecraft, parce que moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein, quand j'avais 12 ans, je Mm. suis tombé dans Lovecraft. Hein. J'ai demandé un jour à mon papa un livre qui faisait peur, avec des monstres. Mm. Et donc là aussi, Oui, pareil, il là, a je été crois que c'est réussi. il m'a pris un livre pareil dans sa bibliothèque, il m'a dit tiens, prends ça, lis ça, il y a des monstres. Effectivement, il avait raison, il y avait des monstres. Mais du coup, je suis tombé dans Lovecraft quand j'avais 12 ans, Mm. j'ai lu tout Lovecraft et comme beaucoup d'auteurs avant moi, j'ai été très influencé pendant un certain temps, à cette époque-là, quand j'étais jeune, hein, par Lovecraft. J'écrivais du Lovecraft, enfin à la Mm. Lovecraft, etc. Des Lovecrafteries, on va dire. Euh, Mm. et puis quand même, après, petit à petit, j'ai lu d'autres auteurs, etc. Tout ceci, c'est un petit peu délayé, mais il en est toujours resté quelque chose. Et quand je peux, j'y retourne. Et donc là, je me suis fait extrêmement plaisir avec ce premier tome de l'agence Lovecraft, où vraiment, je me suis régalé. J'ai vraiment essayé de garder quand même l'esprit de Lovecraft, mais je veux justement le présenter
à de nouveaux lecteurs, hein, qu'on Mhm. puisse le lire. Et je Mhm. suis content parce qu'ils ont fait l'expérience chez mon éditeur. Ils l'ont d'abord, eux l'ont lu. Il y en a une personne qui avait lu Lovecraft et qui aimait ça, qui l'a lu. Une autre personne qui connaissait pas du tout. Les deux ont aimé. Et après, ils l'ont fait lire à des jeunes lecteurs et ils ont très bien accroché aussi. Donc voilà, il semblerait que les premiers tests soient très positifs. Donc je suis content. Et il me tarde qu'ils sortent. Mhm. Bon, super. Et vous le conseilleriez à partir de quel âge? Oh, à partir de, oh, je pense, en 12 ans, je crois, je dirais à peu près, je pense, quelque chose comme Mhm. ça, 11 12 Mhm. ans. Mhm. Voilà. Donc, et écoutez, je suis impatient aussi, là aussi, de me lancer dans la suite. Enfin, il y a tellement de livres que je suis impatient d'écrire là, en ce moment, entre ça, Terre, etc., que je ne pourrais pas tout faire en même temps. Il va falloir que je Mhm. hiérarchise un petit Mhm. peu. Voilà, mais non, c'est exaltant. Ah oui, d'autant plus que certains ont eu des grands succès, comme Le Retour de la Bête, qui a été sélectionné au Oui, prix qui a été dans la sélection du prix des Incorruptibles. tout à C'est fait. Il a été sélectionné l'an dernier au prix des Mhm. Incorruptibles, en finale du prix des Incorruptibles. Donc, il a Mhm. très bien marché. Cette année, donc, il y a 4 extraits dans le manuel Bordas Enquête au CM2, hein, Mhm. qui sort, voilà, celui-ci, qui sort cette année. Mhm. Plus des questions, etc., autour du texte. Donc, je suis très content. C'est une belle reconnaissance pour ce texte. Et puis, pour moi, c'est un texte important, puisqu'il est question de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, etc., même si c'est à travers un petit village. Il y a un petit côté fantastique avec cette histoire de bête du Gévaudan et puis de jeunes enfants qui vont utiliser cette légende pour essayer de faire évader un de leurs petits camarades juifs, justement, qui est pris par les nazis. Et donc, voilà, pour moi, c'est important. Voilà, cette histoire est importante et je suis content qu'elle ait du succès et qu'elle puisse rencontrer ces jeunes lecteurs. Voilà, parce que pour moi, c'était important de faire un peu devoir de mémoire aussi, un petit peu à travers cette histoire, de dire des choses importantes. Voilà, il me semble aussi que le fantastique, l'imaginaire, en règle générale, ça permet voilà, ça permet ceci, bah, je vais peut-être terminer là-dessus. Et ce que j'aime beaucoup dans l'imaginaire en règle générale, c'est qu'en mettant le masque du rêve et de l'imaginaire, finalement, eh bien, on peut parler des fois plus facilement de la réalité et de notre monde. Voilà. Bon, eh ben, sur ces dernières paroles, je vous remercie. Et puis, bonne continuation. Donc, on attend Merci vos à livres vous. avec impatience. Et moi, je vais lire ceux que je n'ai pas encore lus. Voilà. Eh bien, merci. Et puis, en tout cas, Bon, c'était un plaisir encore de venir c'est à un Sortie plaisir aussi Libre. pour moi. OK, ben, merci et au revoir. Bon après-midi. Là, je crois que ça va Au être bon. revoir. À vous On sera aussi. encore plein de questions à vous